Ça marche. Ça marche exactement. Alors vous êtes... Voilà. Madame, monsieur, je vous souhaite la bienvenue ce soir à notre conférence sous le signe de Abeilles sans frontières. C'est une suite de conférences et un cycle de conférences qui a été débuté en 2020 et qui depuis est arrivé à sa 43e, je crois, conférence en ligne. Des conférences que l'association Free the Bees, que je représente ici ce soir, organise en différentes langues, en français, en anglais et en allemand. Ce soir, nous allons présenter des choses en français, suite bien sûr à la parution du livre de Jacques Van Alphen, notre invité de ce soir, le livre qui s'appelle Abeilles mellifères, une histoire naturelle et moins naturelle. Alors d'abord, bonsoir Jacques. Bonsoir André. Merci en tout cas d'être ici. C'est vraiment un grand honneur de vous accueillir ici. Et parce que d'abord, le livre m'a tout de suite conquis. Et évidemment, j'en ai acheté quelques exemplaires que mes amis suisses ont aussi pu acheter par la suite. Et je n'ai que de bons échos, même d'excellents échos de ce livre, de cette publication. Et je vous remercie de la partager avec nous parce que c'est je dirais, c'est un ouvrage de référence. Donc, c'est très, très important. Ah, merci. Voilà. Alors, peut-être en quelques mots, présenter Free the Bees. Eh bien, Free the Bees est une association suisse créée en 2013. C'est l'une des rares organisations européennes dédiées aux abeilles mellifères qui, indépendamment des intérêts des apiculteurs, c'est important, met en pratique la protection et la promotion des abeilles mellifères sauvages et lutte activement contre leur extinction en tant qu'espèces sauvages. Pour ce faire, nous créons des habitats forestiers, nous recensons et monitorons les colonies vivant sans intervention humaine et pour transmettre nos valeurs au public, en plus de nos publications et des cours que nous organisons, nous avons créé un sentier découverte de l'abeille mellifère et de la biodiversité, sentier sur lequel nous organisons des visites guidées. Toutes ces informations, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur notre site internet freethebees.ch. Et depuis 2020, nous organisons ces conférences Abeilles sans frontières avec la participation et la collaboration de Honeybee Wild au Luxembourg. Et c'est un grand honneur de pouvoir présenter on va dire, ces conférences un peu particulières sur des sujets très, très importants. Et voilà, ce soir, c'est Jacques Van Alphen qui va présenter cette conférence sous le titre Permettre aux abeilles de retrouver leur santé par elles-mêmes. Je vous passe la parole, Jacques. Merci André. D'abord, je veux introduire moi-même un peu. Il faut dire que je suis un biologiste et j'ai toujours travaillé dans une discipline qui s'appelle l'écologie comportementale et l'écologie évolutive. J'ai souvent travaillé avec des insectes et quand j'étais en retraite, Euh, on m'a demandé de juger une organisation qui travaillait sur les abeilles et qui voulait euh, faire les abeilles résistantes contre le varroa par la sélection artificielle. Et j'ai dit, mais c'est un sujet que je ne connais pas, mais quand même. On m'a demandé de le faire, donc j'ai commencé de lire la littérature sur les abeilles et comme biologiste, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien connues dans la biologie, mais pas souvent chez les apiculteurs. Et donc là, j'ai décidé d'écrire ce livre. Et ce soir, je vais raconter un peu mon histoire de recherche sur les abeilles et, euh, parce que finalement, il faut savoir toutes ces choses que je vais raconter pour comprendre pourquoi c'est si important que les abeilles sont libres. Et l'histoire commence ici avec le problème. Le problème existe encore
plus de 40 ans après l'invasion du varroa, la plupart des abeilles mellifères en Europe ne sont toujours pas résistantes. Et donc, il faut traiter et il y a quand même beaucoup de mortalité. Et ça m'a surpris parce que il y a des études dans l'Afrique du Sud qui ont montré très précis que en 5 ans ou un peu plus, la sélection naturelle a permis d'obtenir des abeilles mellifères dans tout le pays et aussi les abeilles qui vivent dans la nature. Ils sont toutes devenues résistantes au varroa et aux virus associés. Et donc, il y a la question, pourquoi cette différence entre l'Europe et l'Afrique du Sud? Et il y a des autres exemples. Dans l'Amérique du Sud, il y a aussi beaucoup de résistance. Et dans l'Amérique du Nord, c'est comme en Europe, il y a des problèmes. Et donc, ça me semble un peu bizarre. D'abord, j'ai pensé que c'était un problème trivial parce que en Afrique du Sud et Amérique du Sud, il n'y a pas d'apiculture très intensive et donc il y a aussi beaucoup des abeilles sauvages. En Afrique, ce sont des abeilles indigènes et en Afrique, ce sont des abeilles qui sont échappées et maintenant sont très importantes dans la forêt, un peu partout. Et donc là, il y a de la sélection naturelle. Et chez les apiculteurs en Europe, ça, c'est pas le cas parce que nous soignons nos abeilles et donc nous empêche la sélection naturelle. Et pendant quelques ans, j'ai pensé que ça, c'était la solution de ce paradoxe. Mais en pensant de plus en plus, je m'ai réalisé, c'est pas toute l'explication, parce qu'il y a des observations qui ne peuvent pas être expliquées de cette manière. Et donc, j'ai continué de travailler sur le sujet. Et avant que je raconte cette histoire, il faut que je vous explique quelques termes biologiques parce que je vais les utiliser, parce que c'est un peu difficile tous les temps qu'on rencontre un mot comme ça de donner une description. Donc, je le fais maintenant et on y va. D'abord, dans cette conférence, je parle des populations panmictiques. Et dans des mots vulgaires, ce sont des populations qui sont bien mélangées, dans lesquelles en fait, chaque individu a une chance de s'accoupler avec tous les autres individus de l'autre sexe. Et puis, on parle du terme polyandre. Vous savez déjà que une reine s'accouple avec un grand nombre de faux bourdons, et ça s'appelle le polyandre. Et puis, on a une liste de termes de la génétique. Et je parle beaucoup des allèles. Et il faut savoir que allèles sont des variantes des gènes, hein. Et un allèle peut être récessif, et ça veut dire que on a expression uniquement si tous les deux chromosomes ont la même copie d'une allèle. Donc, on a besoin de deux copies de cet allèle pour avoir expression. Et ça, c'est différent chez les allèles dominants. Les allèles dominants sont toujours exprimés. Et homozygote, c'est un gène qui a deux copies du même allèle. Et hétérozygote, il y a deux allèles différents sur un site, sur le chromosome d'une gène particulier. Et finalement, je vais parler de récombinaison. C'est très important et c'est une façon de créer de nouveaux génotypes
par échanger des fragments de chromosomes paternels et maternels. Et je vais un peu plus expliquer cette terminologie dans les prochains écrans. Donc, allèles sont des variantes d'une même gène. Et un bon exemple, c'est la couleur des yeux chez l'homme. Et vous savez déjà que brun est dominante et bleu est récessif. Et donc, si on est hétérozygote et on a un allèle pour bleu et un allèle pour brun, les yeux sont bruns. Et seulement quand on a deux copies des allèles qui codent pour le bleu, on a des yeux bleus. Récombinaison, c'est très important. Et sur cette page, on voit euh, à gauche une celle diploïde qui a des chromosomes qui viennent de la mère et un chromosome qui vient du père. Et on voit que dès qu'il y a une division de cette cellule qui s'appelle euh, qui est fait pour faire des œufs, parce que les œufs ont seulement une copie de chromosome, et avant que les chromosomes se séparent dans des cellules différentes, ils échangent des pièces qui sont homologues. Et on le voit sur ce dessin. Et donc, finalement, on obtient des enfants qui ont des chromosomes qui sont un peu différents. Et parce que les chromosomes contiennent des mélanges de chromosomes paternels. Et donc, on a un peu de génotypes différents. Bon, maintenant, on a eu assez de terminologie et je veux rentrer à un autre sujet. Et on parle de la résistance contre Varroa. Et euh, on sait que quand on trouve, par exemple en Afrique du Sud, des abeilles qui sont résistants au varroa, ils sont résistants parce qu'ils ont un comportement hygiénique qui est spécifique au varroa. Et ça veut dire que euh, les abeilles peuvent ouvrir des cellules dans lesquelles le varroa se reproduit. Ils peuvent reconnaître ces cellules et puis ils éliminent les larves ou les pupes de ces cellules. Ça, c'est découvert par Otto Böcking il y a 26 ans. Puis il y a un autre comportement, c'est un comportement de toilettage qui est efficace parce que tous les abeilles font de toilettage, mais pour éliminer des acariens varroa, il faut être très vite et euh, c'est pas quelque chose que tous les abeilles peuvent faire. Mais il y a des abeilles qui ont cette capacité et qui peuvent euh, enlever un varroa de soi-même ou ils aident les autres abeilles d'éliminer des varroa sur sont des endroits qu'ils ne peuvent pas euh, nettoyer eux-mêmes. Et puis, il y a résistance au virus, par exemple le virus des ailes déformées. Donc, on sait que pour la plupart, la résistance contre le varroa euh, a à faire avec ces trois caractères. Il y a des autres caractères, ils sont moins importants et je ne peux pas discuter sur tout ça, mais il faut savoir qu'il y a des autres possibilités aussi, mais ils ne sont pas très importants. Et donc, je savais ça et j'ai
Fut toute la littérature parce que après la colonisation de Varroa en Europe, euh, il y a des groupes qui ont fait des manips pour dire que normalement les apiculteurs ne laissent pas la sélection naturelle travailler. Donc nous allons faire des manips dans laquelle, dans un groupe des abeilles, il y aura de la sélection naturelle. Et malheureusement, la plupart de ces manips ne sont pas très fiables. Il y a une seule expérience fiable qui a été réalisée par Ingmar Fries. Et pour déjà donner le résultat de cette expérience, euh, il avait des souches d'abeilles différentes et tous les abeilles qu'il a utilisées, qui viennent de toute la Suède, ne présentaient pas d'allèle de comportement hygiénique et pas de comportement de nettoyage. Donc, ça, c'était remarquable. Et l'autre chose, j'ai cherché toute la littérature pour trouver des cas de résistance au virus des ailes déformées en Europe. Et j'ai trouvé seulement trois cas ou deux cas, euh, tout à fait deux en Belgique, mais c'est un peu le même, et une en Suède. Donc, c'est très rare les allèles pour résistance au varroa et les allèles pour le virus. Et il faut penser que c'est pas normal. Les allèles sont disparus parce que nous savons que normalement, ces allèles sont présents dans presque toutes les populations, pas peut-être dans un grand pourcentage, mais toujours assez pour laisser la sélection naturelle travailler. Donc, ici, ça, c'était mon problème et j'ai tâché de trouver la solution pour ça. Peut-être c'est une bonne idée de parler un peu plus sur cette expérience que on a faite en Suède. On a commencé avec 150 colonies et après 3 ans, il y avait seulement 13 qui ont survécu. Et les colonies provenaient de toute la Suède. Elles étaient composées de toutes les abeilles importées en Suède, donc Carnica, Lyrustica et Buckfast. Et les 13 colonies qui ont survécu ne présentaient aucune allèle de comportement hygiénique et de toilettage. Donc, il faut penser que ça veut dire. Ça veut dire que ces allèles étaient absents dans les 500 colonies, parce que sinon, parce qu'ils donnent un avantage, ils étaient sélectionnés. Et parce que 150 colonies de tout un pays, c'est un échantillon assez important, euh, l'idée, c'est que dans toute la Suède, ces allèles pour comportement hygiénique et pour nettoyage n'étaient pas présents ou il était très très rare. Donc ici, on a l'évidence que les allèles sont disparus. Mais il y avait quand même des résultats. Les colonies qui ont survécu étaient petites et ils restaient petites et ils estimaient fréquemment. Et aussi, il y avait beaucoup de homozygotes aussi.
et une forte consanguinité, ce qui n'est pas surprenant parce que quand on a seulement 13 colonies qui survivent. Mais une chose positive était que les colonies survivantes étaient moins sensibles au virus des ailes déformées. Et donc là, on a un cas où il y avait des allèles pour cette résistance. On a fait beaucoup des expériences avec des colonies qui sont issues de ces 13 colonies avaient survécu et on les a placées ailleurs en Europe. Mais là, on n'a jamais trouvé qu'ils sont mieux que les autres abeilles et on ne voit pas que ils ne sont pas, donc, ils ne sont pas résistants au varroa quand on les enlève de la Suède. Donc, mon idée, c'est que on a perdu les allèles de résistance en Europe. Et Temudo, avec ses collaborateurs, ils ont pris des abeilles qui étaient dans les musées euh, naturels. Et là, on a des abeilles qui sont collectionnées il y a 50 ans et toute la période au milieu. Et donc, ils étaient capables de mesurer la variation génétique dans les abeilles qui sont dans les musées en Europe. Et ils ont trouvé que la variation génétique chez les abeilles mellifères en Europe a diminué au cours des 50 dernières années. Et donc, ça, c'est aussi une idée, ça aide mon idée que les allèles pour résistance sont disparus. Donc, j'ai formulé la prochaine hypothèse, la sélection des caractéristiques souhaitées, par exemple, moins d'agressivité, une productivité élevée, ou une faible propension à l'essaimage a épuisé la variation génétique pour la résistance chez les abeilles. Et ça en Europe et en Amérique du Nord. Mais si on veut tester cette hypothèse, il faut savoir comment cela est arrivé. Et quand je parle avec des apiculteurs, ils disent toujours, mais c'est pas possible parce que quand on sélectionne des abeilles qui sont plus productives ou moins agressives, on veille toujours à la diversité génétique et donc je ne pense pas qu'il y ait un problème. Et aussi, ils disent, et on a toujours des résultats quand on commence de sélectionner. Évidemment, il y a assez de variations génétiques pour atteindre les objectifs de sélection. Et je pense que c'est vrai, mais quand même, je pense que ces allèles résistants ont disparu. Donc maintenant, on a vraiment besoin des mécanismes. Donc il faut trouver la réponse, quels sont les mécanismes en jeu. Et il y a deux mécanismes qui sont possibles. La perte d'allèles rares et la sélection comportementale qui conduit à des régions homozygotes dans le génome. Et je pense que le plus important coupable, c'est le premier, mais la deuxième, il a aussi un rôle. Avant que je continue d'expliquer ça,
Je pense que c'est une bonne idée d'abord de voir comment les abeilles mellifères dans la nature font face aux agents pathogènes. Parce qu'il faut comprendre ça d'abord pour comprendre ce qui ne va pas. D'abord, les abeilles mellifères n'ont qu'une seule génération par an et tout à fait des petites populations. euh, Mais les bactéries et les virus, ils ont plusieurs générations par jour et très grandes populations. Et ça veut dire que les agents pathogènes ont beaucoup plus de mutations par unité de temps que les abeilles mellifères. Et ils peuvent donc développer de nouvelles variantes virulentes. Et la température du nid est 35 degrés, et ça c'est optimal pour la reproduction des bactéries et des virus. Et même en hiver, la température du nid est maintenue à une température élevée qui est plus de 20 degrés. C'est pas mal pour les bactéries et les virus. Et finalement, des milliers d'abeilles vivent en étroite proximité et en échangeant de la nourriture, c'est possible qu'ils échangent aussi des agents pathogènes. Donc, ça veut dire que les abeilles sont très vulnérables aux maladies infectieuses. Et donc, il faut que les abeilles se défendent contre ça. Et la défense a trois aspects. Le premier, c'est prévention. Le deuxième, c'est suppression. Et finalement, le troisième, c'est la résistance. Et prévention, vous savez déjà qu'il y a beaucoup des antibiotiques dans la propolis, dans le pollen et le miel. Et on a déjà parlé de suppression via le comportement hygiénique et le toilettage. Mais le plus important, peut-être, c'est la résistance pour notre histoire. Et ça va par le biais des réponses immunitaires. Maintenant, il faut inspecter les façons dans lesquelles les abeilles peuvent se défendre contre les maladies infectieuses. Et j'ai fait une liste de 5 aspects. Et le premier est très important, c'est le taux de récombinaison. On a parlé de récombinaison, c'est l'échange des pièces de chromosomes euh, quand la reproduction commence, qui crée des variantes génétiques nouveaux. Et donc, chez les abeilles, le taux de récombinaison est extrêmement élevé. Et on va parler de ça plus tard. Puis, la structure de population, c'est très important. Et on va parler de question si les abeilles mellifères ont une population panmictique. Et puis, on a la polyandrie extrême des reines. Et aussi, un problème que j'étais étonné que personne n'avait pensé ou réfléchi sur pourquoi la reine mère va migrer avec un essaim, parce que normalement, dans la nature, chez tous les animaux, c'est la mère qui reste à la maison et c'est la fille qui part pour commencer une vie d'ailleurs. Et finalement, il y a une sélection sexuelle extrême chez les drones. Je n'ai pas le temps de discuter tous les 5 choses ici ce soir, mais on va parler surtout sur le premier et un peu sur le troisième.
Donc, c'est une chose étonnante. L'abeille mellifère a un taux de récombinaison qui est le plus élevé de tout le règne animal. Donc, il y a vraiment quelque chose de très spécial avec les abeilles. Et donc, on se demande pourquoi. Quelle est la fonction de récombinaison? Et ça, de biologistes évolutifs japonais ont étudié, parce que c'est difficile d'étudier l'évolution qui va trop lente souvent pour avoir les résultats. Donc, ils ont fait un modèle dans l'ordinateur pour étudier l'évolution et ils ont trouvé que une récombinaison plus haute aide pour définir résistant aux pathogènes. Donc, la récombinaison est la réponse des organismes à reproduction plus lente au taux de mutation élevé des parasites et des agents pathogènes dans l'évolution de la résistance. Donc là, c'est la seule chose qu'ils ont trouvé, la seule fonction de récombinaison est de se défendre contre des pathogènes. Et seule une forte sélection par des agents pathogènes peut entraîner une fréquence de récombinaison extrêmement élevée. Donc, comme j'avais déjà dit, les abeilles sont très vulnérables aux pathogènes. Et ici, on voit qu'il y a une réponse évolutive et c'est le taux de récombinaison qui était énormément haut. Donc, qu'est-ce que fait la récombination? La récombination crée de nouveaux génotypes et peut-être des allèles favorables, c'est pas sûr, mais quand on le fait assez souvent, il y a un sens, une chance que... non, je pense pas qu'il faut dire ça. La combinaison crée de nouvelles génotypes et ça veut dire que quand il y a des allèles favorables qui sont sur des chromosomes différents, ils peuvent venir ensemble et ça peut être nécessaire pour la fonction, pour une coopération entre des gènes. Et une récombinaison, un taux de récombinaison plus haut peut augmenter la probabilité que cela se produise. Mais la récombinaison peut également séparer des combinaisons favorables. Il existe donc un taux de récombinaison optimal, et c'est la sélection naturelle qui optimise le taux de récombinaison. Bon, deuxième facteur. Donc, ici encore la définition d'une population pomectique. Donc, c'est une grande population qui est très bien mélangée, et ça, c'est important. Est-ce que les abeilles mellifères ont une population, une structure de population pomectique? Ça a bien étudié et on sait déjà, les frères Rüttner ont trouvé que les faux bourdons d'une ruche visitent plusieurs zones de rassemblement de faux bourdons. Et Emmanuel Baudry, elle a mesuré que les drones de 240 colonies d'abeilles ont visité une seule congrégation des mâles, une journée. Et donc, les drones qui visitent une congrégation des mâles proviennent d'une zone qui peut être énormément grande. Et ça, Annette Jensen a trouvé et
Ça, c'est important. Donc, il y a des accouplements chez les abeilles qui peuvent couvrir une grande population qui habite dans un terrain vaste. Et quelle est la fonction de ça? La structure panmectique de la population donne accès à des allèles rares qui sont présents dans une population assez grande et qui peuvent être utilisés contre de nouveaux agents pathogènes. Quand je raconte cette histoire, les gens me toujours demandent, oui, mais comment c'est possible? Parce qu'il y a aussi adaptation locale chez les abeilles. Et ça aussi a été étudié par Annette Jensen. Et elle a trouvé que 10% des accouplements ont lieu à des distances entre 7 et 15 kilomètres. Mais 90% des accouplements ont lieu à des distances inférieures à 7 kilomètres. Et donc, parce qu'on a 90% des accouplements locaux, on peut avoir adaptation locale, mais les 10% des accouplements à longue distance sont très importants pour euh, trouver des allèles rares. On peut être bref sur la fonction de la polyandrie. On voit qu'une reine qui s'accouple avec, dans ce cas, une dizaine de faux bourdons produit des travailleurs qui sont très hétérogènes en génétique. Et ça veut dire que quand il y a un pathogène qui entre dans une colonie, pas tous les abeilles sont vulnérables et donc ça, c'est une assurance contre la mortalité de toute la colonie. Et on peut comprendre, je ne peux pas raconter toute l'histoire, mais quand la mère reine est partie et une jeune reine prend le relais, la composition génétique d'une colonie change radicalement. Et ça veut dire que les bactéries et les virus qui ont eu le temps de s'adapter à cette colonie d'abeilles et sont devenus pendant 7 ans euh, plus virulentes sont soudainement confrontés avec une génétique totalement différente et donc il faut que les bactéries et les virus recommencent leur adaptation à cette colonie jusqu'au moment que encore une reine part et la génétique change encore une fois. Donc, j'ai dit déjà que le plus important pour l'évolution de la résistance sont la population, la structure de population palmictique et le taux de récombinaison extrêmement élevé. Et maintenant, il faut que nous allons discuter un peu plus sur ce sujet. Pourquoi les deux sont importants? C'est en fait une arme à double tranchant, population palmictique et la fréquence élevée de récombinaison. La structure palmictique de la population fait possible des allèles rares sont recrutés. Et ces allèles, parce qu'ils sont rares, et ils sont peut-être à une grande distance, et donc on a besoin d'une grande population
Il y a aussi des autres raisons statistiques, mais c'est un peu compliqué. Je ne vais pas expliquer ça à ce moment. Mais dès que des allèles rares qui sont importants pour la résistance sont recrutés dans cette population, ils peuvent être multipliés par la sélection naturelle et puis le- la recombinaison élevée fait qu'il y a formé de nouvelles génotypes résistants assez vite. Donc, pour cette raison, c'est très important que les abeilles sont libres, que les abeilles peuvent s'accoupler dans une population et dans la nature et pas dans un laboratoire avec une insémination instrumentale. Et donc, c'est le temps de dire qu'est-ce qui va pas dans la sélection pour meilleures abeilles et mellifères. Et quand on sélectionne pour meilleures abeilles et mellifères, on isole les abeilles de la structure d'accouplement panmictique des populations naturelles. Et ça provoque, parce qu'ils sont accouplés avec des euh, faux bourdons du même population, souvent dans une petite population isolée sur une île ou quelque chose comme ça, où ils sont euh, inséminés par une méthode instrumentale. Et ça provoque l'homozygotie des gènes codants pour le comportement. Et on va discuter sur pourquoi ça c'est le cas. Mais il provoque aussi la perte d'allèles rares. Et on va expliquer ces choses. Le problème, c'est que les caractères qui sont sélectionnés par les éleveurs d'abeilles, ce sont des caractères comportementaux. On parle de agressivité ou on parle de comportement hygiénique ou on parle de être plus productif et ramasser plus de miel, de nectar. Et donc, ce sont des comportements et ce sont des comportements assez compliqués. Et il y a beaucoup de gènes qui sont impliqués dans le comportement. Et le problème, c'est que ces gènes sont souvent récessifs. Et donc, si on veut expression comme sélectionneur, on fait que on a besoin en fait des abeilles qui sont homozygotes. Et parce qu'un bon nombre des gènes sont impliqués, euh, on a plus de homozygose ici quand on a obtenu le résultat de la sélection, mais aussi les gènes voisins sur le chromosome peuvent être entraînés et devenir également homozygotes. Et l'homozygotie est naturellement une perte de variation génétique. Et un extra problème, c'est que la récombinaison n'a aucun effet quand il y a des gènes qui sont homozygotes, parce que on échange les mêmes pour les mêmes. Maintenant, nous voulons comprendre pourquoi la sélection donne la perte d'allèles rares.
Il faut savoir que dans une population, les allèles d'un gène particulier apparaissent à des fréquences différentes. Certains allèles sont communs et d'autres sont rares. C'est toujours comme ça. Et les allèles communs sont plus susceptibles d'être sélectionnés que les allèles rares. Ainsi, en raison de la sélection, les allèles rares disparaissent. Il va sans dire qu'un petit échantillon prélevé d'une grande population a plus de chances de sélectionner des allèles communs que des allèles rares. Et il faut savoir que tous les aspects de l'apiculture impliquent une sélection qui se répète souvent à chaque génération d'une race. Et donc, on fait ça pendant beaucoup d'années et donc on perd de plus en plus d'allèles rares. Donc ici, on a un mécanisme qui explique pourquoi les abeilles européennes ont perdu beaucoup de variations génétiques pendant les 50 ans qui sont passés. Ici, on peut voir encore comment ça va. La probabilité d'être sélectionné quand on prend un échantillon d'une population est petite pour les allèles rares et beaucoup plus grande pour les allèles communs. Oui, il faut adresser la question, mais pourquoi il y a des allèles qui sont rares et pourquoi on a des allèles qui sont communs? On commence avec les allèles communs. Les allèles communs, ils sont communs parce que c'est la sélection naturelle et peut-être la sélection par les apiculteurs qui a fait que ces allèles sont devenus communs. Et quand c'est la sélection naturelle qui a fait qu'un allèle est commun, il faut donc que cet allèle est utile dans les circonstances actuelles. Donc il n'y a rien qui ne va pas avec les allèles communs. Et ça, c'est aussi la raison que les apiculteurs qui sélectionnent ont souvent de bons résultats parce qu'on travaille avec des allèles communs et ces allèles communs sont en fait des allèles utiles. Donc on ne voit pas le problème. Mais les allèles neutres, qui sont rares, parce que les allèles qui sont, ont des effets négatifs, ils sont enlevés par la sélection naturelle. Donc, il y a des allèles qui sont neutres et qui peuvent exister dans une grande population sans disparaître, mais à ce moment, ils n'offrent aucun avantage dans la sélection naturelle. Mais ils peuvent redevenir avantageux lorsque les conditions changent. Par exemple, lorsqu'un nouvel agent pathogène apparaît. Donc, les allèles rares dans une grande population forment une insurance contre les changements dans le monde et le monde change continue. Donc, c'est encore un moment pour voir ce qui se passe chez les abeilles de race. Les abeilles de race ne peuvent pas faire partie d'une population parasitique et si elles s'accouplent dans une station d'accouplement. Et l'insémination instrumentale, parfois par un seul faux bourdon, est le moyen le plus efficace de perdre des allèles rares. Et même l'élevage des reines à partir des larves de la même colonie
est aussi une façon de prendre des échantillons d'une grande population et donc est aussi un bon moyen de perdre des allèles rares. Et encore, si ces techniques sont répétées à chaque génération, il y a peu d'espoir de maintenir la variation génétique pour la résistance au sein d'une race. La réponse des apiculteurs est comme ça. Ils disent que nous travaillons avec plusieurs lignées afin d'assurer la variation génétique. Mais le problème, c'est si la sélection utilise plusieurs lignées afin de maintenir l'hétérozygotie, des allèles rares seront quand même perdus dans chacune lignée. Donc, et puis, l'hétérozygotie ne garantit pas la conservation des allèles rares. Ça, c'est un problème qu'on va discuter un peu plus. Donc, ce que je dis, c'est l'hétérozygotie ne suffit pas. Et on va faire une- une petite expérience dans le cerveau. Supposons, dans une population importante, il existe 35 allèles différents d'une gène particulier. Et on va sélectionner des abeilles. Donc, on prend un échantillon et on sélectionne pendant plusieurs générations. Donc, on prend des échantillons tous les ans. Et donc, on va perdre les allèles rares. Imaginons que on a perdu 25 allèles rares. Il reste alors 10 allèles qui sont également courants dans la population euh, sélectionnés, ils sont communs. La probabilité qu'une ovule fécondé soit homozygote n'est alors que 10%. Donc, même si 62% des allèles sont perdus par la sélection, les abeilles sélectionnées sont encore hétérozygotes à 90%. Donc, l'hétérozygotie n'est pas une mesure qui nous dit que notre abeille est son sein et qu'on n'a pas perdu la variation génétique. Et en effet, les effets de la perte d'allèles rares se produisent bien avant les effets de la perte d'hétérozygotie. Donc, les éleveurs des abeilles ne voient pas le problème. Puis un autre aspect, parce que on veut parler des abeilles qui vivent libres dans la nature. Et il faut savoir qu'une ruche en bonne santé peut produire entre 20 000 et 30 000 faux bourdons au cours de la saison. C'est un grand nombre. Et nous savons que les éleveurs des abeilles de race prennent soin de leurs jeunes reines. Celles-ci sont envoyées dans une station d'accouplement, mais ils relâchent leurs faux bourdons dans la nature. En conséquence, les abeilles mellifères indigènes sont menacées par l'hybridisation, mais aussi l'invasion massive des faux-bourdons exotiques qui se répètent année après année entrave également la sélection naturelle pour la résistance contre les bactéries et les virus. Euh, donc, ils sont menaçants parce que les faux bourdons, les abeilles de race, ont déjà perdu beaucoup de variations génétiques et ça veut dire que les abeilles qui s'accouplent librement, qui normalement peuvent
conserver leur variation génétique vont perdre la variation génétique quand même. Il y a des autres coûts liés à la sélection. Et moi, j'étais vraiment choqué par une publication il y a 2 ans d'Anthony Nierman et Dennis van Engelsdorp qui avaient répété une expérience qui avait fréquemment été faite déjà dans l'histoire. Et ils ont trouvé que la durée de vie médiane des abeilles mellifères aux États-Unis a diminué depuis les années 70. Et d'abord, la durée de vie était en moyenne 34 jours et maintenant c'est seulement 17 ou 18 jours. Et ils étaient étonnés aussi par ce résultat, mais et ils ont attribué la différence la présence de varroa et le traitement chimique du varroa et au virus associé avec varroa. Mais je ne pense pas que ça c'est vrai parce que on a eu le même problème en Europe et en Europe, il y a des expériences récentes qui montrent que les abeilles ont encore une durée de vie de 35 jours. Donc, et nous avons aussi Varroa et donc je ne pense pas que cela, c'est la solution. Je pense plutôt que la sélection qui vise à augmenter la production de miel a conduit à un métabolisme plus rapide chez ces abeilles. Et quand on a une vie plus rapide, on a une durée de vie plus courte. Et donc, il y a un problème. Il y a beaucoup plus de dire sur ces expériences, mais pour l'instant, on le laisse ça avec la conclusion que un métabolisme plus rapide rend la survie hivernale plus bas parce que c'est plus difficile de survivre un hiver. Et donc, ça pouvait être un des facteurs qui contribue à la grande mortalité qu'on voit chez les abeilles. Donc, c'était une histoire assez compliquée, mais on arrive aux conclusions. Les abeilles mellifères ont besoin d'une structure de population panmictique pour développer une résistance aux nouveaux agents pathogènes et aux parasites. Donc pour ça, on a besoin des abeilles qui peuvent s'accoupler librement dans la nature. À partir de cette population importante, elles peuvent recruter des allèles qui peuvent conférer une résistance s'ils sont présents dans le bon combinaison génétique. Et le réarrangement des gènes par le taux de récombinaison élevé chez les abeilles euh, pouvait produire des génotypes qui sont favorisés par la sélection naturelle. Et donc, la perte d'allèles rares dans certaines souches d'abeilles sélectionnées entrave l'évolution de la résistance aux nouveaux agents pathogènes. Et la solution, je pense, c'est que ne faut pas avoir des abeilles de sous-espèces différentes dans le même pays, parce que ça nous oblige d'enlever des abeilles d'une grande population panmictique. Et si on a seulement les abeilles indigènes,
on pouvait avoir des grandes populations palmictiques qui pourraient servir comme réservoir pour des alénotres rares et donc comme assurance contre des parasites et des pathogènes qui arrivent ici dans le futur. Et pour les apiculteurs professionnels, ils, pou- ils pourraient quand même sélectionner des lignes des abeilles noires qui ont une production haute et toutes les autres choses qu'ils veulent avec leurs abeilles parce que en sélectant, ils vont perdre de la variation génétique, mais parce qu'il existe une grande population palmictique qui est un réservoir pour les gènes, c'est important. Ils peuvent toujours retourner à cette population pour retrouver la variation génétique dont ils ont besoin. Et pour faire que la sélection naturelle travaille dans les abeilles mellifères en Europe, c'est pas bon que tous les abeilles sont tenues par les apiculteurs. Donc, on a certainement aussi besoin des populations des abeilles sauvages. Donc, il faut avoir l'abeille noire dans nos forêts. Et il y en a encore, mais il faut vraiment promouvoir la présence des abeilles sauvages. Donc, on a assez de raisons pour défendre notre abeille indigène. Et je peux vous dire que l'Organisation européenne pour l'abeille noire euh, a récemment écrit un protocole pour la protection et la réintroduction de l'abeille noire qui sera publié très bientôt. Et donc, vous pouvez utiliser ce protocole pour faire qu'on peut sauver les abeilles. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus, il y a trois versions de mon livre, en français, en anglais et en néerlandais. Merci beaucoup. Et s'il y a des questions, je suis heureux de discuter un peu avec vous. Oui, bonsoir. Merci Jacques pour cette conférence importante, pour cette conférence illustrée de nombreux exemples et surtout une expérience que vous pouvez partager qui est pour nous capitale, effectivement. Les questions qui sont effectivement, certaines sont bien notées ici. Roger a levé la main, mais je vais d'abord lire les questions qui sont notées ici. La première, c'était pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'abeilles mellifera mellifera dans l'expérience en Suède? Ah oui, parce que il n'y a pas beaucoup d'abeilles noires en Suède. Maintenant, il y a un groupe qui promote l'abeille noire, mais ils sont devenus assez rares comme dans beaucoup des autres pays en Europe. Tout à fait. Euh, dans ce que Temudo a dit, l'hypothèse, est-ce qu'il a évoqué l'hypothèse qui est l'hypothèse de la sélection qui fait perdre de la diversité génétique et donc des capacités de résistance? Est-ce que lui, dans son hypothèse, il en parle? Non, c'est une hypothèse à moi. D'accord. Une autre question sur la diversité génétique. Comment est-ce que l'on peut en fait la mesurer? Dites ça encore une fois. Comment mesure-t-on la diversité génétique? Ah oui, on a besoin d'un grand échantillon des abeilles euh, et de beaucoup de colonies. Et puis, avec des méthodes de génétique moléculaire, on peut mesurer la variation génétique. Et ça, c'est une pratique qui est utilisée beaucoup. D'accord, très bien.
Comment sait-on que les comportements sont codés par les allènes récessifs? C'est parce que quand on voit notre génome, on voit que, en fait, les allèles dominants sont rares. Donc, la plupart de nos gènes sont composés des allèles qui sont récessifs. Mais parce qu'ils sont récessifs, ils ne sont pas exprimés. Et donc, quand on veut qu'ils soient exprimés, il faut les faire homozygotes. Très bien. Je vais passer la parole à Roger qui a une question. Tu peux réactualiser les leçons. Voilà, oui, merci beaucoup, Jacques, pour cette conférence extrêmement intéressante et de nous rappeler aussi les bases de la génétique. Ça rappelle des cours. Une question sur la taille qu'il faudrait avoir pour une zone où on voudrait redémarrer avec des abeilles noires. Il existe des conservatoires dans toute l'Europe, en France, etc. Oui, En Suisse, on a aussi un canton, le canton de Glaris, qui oblige les apiculteurs à avoir l'abeille noire et l'abeille noire seulement. Sauf que dans ce canton, on utilise les méthodes traditionnelles d'élevage avec station de fécondation, etc. Donc on diminue de nouveau euh, la diversité génétique par des méthodes d'élevage pas adaptées. Mais si par exemple en Suisse, on a plein de vallées, comme ailleurs en Europe, qu'on pourrait bloquer pour introduire que des abeilles noires et empêcher les autres, quelle taille il faudrait en kilomètres carrés ou quel nombre d'abeilles pour qu'on puisse développer oui, une population qui soit suffisamment oui. diversifiée et protégée des carnicas et autres, et puis pour qu'on puisse développer une variété qui nous intéresse, et puis ensuite la proposer aux autres. Il faudrait quelle taille? Je comprends la question. Et il y a une discipline génétique théorique qui s'appelle la génétique des populations, et les théoriciens là ont calculé la taille d'une population qui est assez grande pour ne pas perdre de la variation génétique. Et ils l'ont fait d'abord pour des animaux qui s'accouplent une seule fois, donc une seule femelle et un seul mâle. Et dans ce cas, on a besoin de 600 couples. Donc, quand on a une population de 600 couples, ça marche bien. Et la bonne chose chez l'abeille mellifère, c'est que l'abeille mellifère s'accouple avec beaucoup de faux bourdons. Et ça veut dire que on obtient une population qui peut tenir toute la variation génétique qui est présente dans cette population. Euh, et quand on a une population de 500, de 150 ruches, donc 150 ruches, c'est assez, mais c'est le minimum. Mais quand c'est possible d'avoir une population de 150 ruches, on peut, en théorie, avoir une population qui ne perd pas de variation génétique. Mais dans ce cas, il faut laisser la sélection naturelle et il ne faut pas intervenir avec sélection artificielle parce que dans ce cas, on a besoin d'une population beaucoup plus grande. Donc normalement, l'idée c'est qu'on a une population qui est un conservatoire et qui est seulement là pour faire que l'abeille ne perd pas la variation génétique, mais on peut enlever des abeilles de cette population et les cultiver euh, d'ailleurs et faire de la sélection. Mais il faut pas toucher à cette population. Et ça, c'est un problème parce que tous les conservatoires, ils sont gérés par des apiculteurs qui veulent récolter, qui veulent traiter, qui veulent beaucoup de choses. Et donc,
là, il y a vraiment un problème. Donc, il faut avoir. Et maintenant, il y a en Allemagne, il y a quelque part dans euh, la forêt noire, il y a une vallée qui a seulement des abeilles noires et on ne touche pas à ça. Ça existe aussi en Lituanie, mais si c'est possible de créer un truc comme ça en Suisse, ce serait une bonne idée. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question en direct comme ça? Sinon, je vais vous lire la question qui a été posée par un BioApp, qui est donc un apiculteur de 23 ans, parti en France et en Algérie. Il a abandonné son appareil à inséminer, vous pouvez le lire, quand il a découvert l'abeille du Maghreb. Aujourd'hui, il a de meilleures souches en sélectionnant naturellement de façon massale à sa petite échelle. Ah oui, ok. J'ai été perturbé par le texte qu'il vient d'écrire. Et c'est la question, est-ce qu'il existe un réseau pour échanger des travaux, que ce soit pour les scientifiques ou l'observateur passionné de ces abeilles? De votre côté, Jacques, vous avez un réseau éventuellement? Oui, on est en train avec SECAM, parce que SECAM était une organisation internationale pour l'abeille noire en Europe. Et d'abord, c'était seulement pour les apiculteurs qui avaient des abeilles noires. Mais maintenant, ça change rapidement et SECAM veut être une plateforme pour la discussion et pour la connaissance surtout des sujets. Et on a aussi très récemment décidé qu'on ne veut pas seulement être là pour l'abeille noire d'Europe, mais pour toutes les sous-espèces indigènes de toutes les régions en Europe et peut-être aussi en Afrique. Donc, je pense que ce sera une bonne idée de, quand on a des problèmes ou des questions, d'écrire à SECAM qu'on veut discuter. Et je suis sûr que là, chez SECAM, il y en a beaucoup de spécialistes et des gens qui savent beaucoup sur le sujet et qui peuvent aider. Très bien. On mettra peut-être si vous pouvez me transmettre une adresse de courriel ou un site internet, Oui, bien sûr. Oui, on le notera aussi effectivement. oui, Évidemment, je vais un petit peu de publicité pour Free the Bees. Ce groupe existe aussi. Les échanges se font de manière continue sur notre plateforme et toute notre expérience sur les abeilles mellifères, on va dire sauvages, ou les lieux que nous construisons pour les abeilles mellifères dans les forêts. Elle nous donne beaucoup d'informations. Nous observons aussi toutes les, on va dire, un maximum de colonies d'abeilles vivant sans intervention humaine. Et nous les monitorons 3 fois par année, ce qui donne des informations très, très importantes sur le niveau de survie. Et évidemment, ce n'est pas, on va dire, on ne travaille pas ici sur la génétique ou des choses comme ça, en tout cas pas pour l'instant, mais on obtient des résultats super intéressants sur ces abeilles mellifères vivant de manière naturelle et sans intervention humaine. Roger, tu avais encore une question? Oui, pour toi, André, ça peut être le prochain projet. 200 ruches dans une vallée reculée quelque part en Suisse. Je ne sais pas si tu as des contacts dans le Lutschental, derrière Blatten ou je ne sais pas où. Et puis, avec nos contacts, on démarre un projet où il y a une population qui évolue en libre évolution et puis qui n'est pas contaminée par les autres populations. Et puis, ça permet de créer un projet privé parce que probablement qu'un projet public, ça ne marche pas trop. Mais si on avait comme toi des gens qui ont des forêts, des terrains en montagne, on pourrait démarrer un projet privé dans un endroit où il y a une vallée où elle est déjà fermée des 3 côtés. Il suffit de fermer le côté du bas et puis on pourrait avoir un espace préservé. Il y a sûrement dans les amis de Frivebees, on peut peut-être trouver. Voilà, c'est une idée. C'est en tout cas une question qu'on va débattre. Effectivement, on va en parler sur notre groupe. Et puis, c'est une question intéressante, effectivement, et qui me plaît. Et pourquoi pas, bien sûr, à suivre. Alors, Vincent, merci. Vincent Douaré, merci d'avoir rajouté le site de sicam.org et puis Ah, info@sicam.org aussi, justement. Parfait.
Très bien. Voilà. Je- des remerciements de nombreuses personnes, des personnes qui annoncent avoir appris beaucoup de choses ce soir. C'est effectivement mon cas aussi. Et puis, peut-être que à certains moments de ta conférence, Jacques, tu as dit que certains points n'étaient pas évoqués ce soir. Peut-être qu'on peut faire une autre conférence, peut-être avec ces termes qui sont peut-être à approfondir, parce qu'effectivement, il y a encore des tas de choses à partager. Oui, 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 bien sûr. Et je veux ajouter qu'au Pays-Bas, on est en train de créer un conservatoire dans une forêt où il y a très peu des arbres creux et donc on va placer des nichoirs. Et là, dans le livre, il y a un chapitre sur euh, l'isolement des arbres de ruche qui est très important aussi comme une forme de lutte contre le varroa. Et je pense que ce sera intéressant, une soirée de discuter sur ce sujet avec vous, parce que je pense que c'est nécessaire de dessiner les ruches, pas comme ils sont maintenant, qui sont bons pour les apiculteurs, mais de dessiner des ruches qui sont bons pour les abeilles. Et aussi, cette idée d'avoir des nichoirs dans la nature, euh, je pense que c'est important. En France, j'habite dans une zone avec beaucoup de bocage et beaucoup de forêts, mais quand même une petite expérience que j'ai faite par placer les dernières semaines d'avril 7 ruches pièges et de trouver que mes quatre, ils étaient tous les sept occupés par des essaims, ce Mhm. qui montre qu'il n'y a pas assez des arbres creux. Notre constatation, effectivement, chez nous à Free the Bees, et l'un de nos projets, c'est justement, et qui est un projet très actif, c'est justement de créer ces habitats, ces arbres habitats. Et ceci, on le retrouve aussi sur notre sentier découverte à Vauru, où on présente trois cavités, dont une cette année est bien occupée par une colonie. L'année dernière, il y en avait deux, mais qui sont décédés ou partis à la fin de la saison. Mais effectivement, c'est hyper important de continuer à créer. Euh, Nous avons des contacts aussi avec la Pologne, où la Zeidlerei a été, on l'appelle la Zeidlerei, donc l'apiculture forestière ancestrale, Oui, 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 oui. voilà, a été Ouais, réintroduite grâce à un partenariat WWF et les autorités suisses et Fruits the Bees aussi. Donc effectivement, ça, ce sont des informations hyper importantes. Ce retour de l'abeille mellifère dans la nature est capital, effectivement. tout à fait. Voilà. Merci. Je pense que nous sommes arrivés au terme de cette conférence. Encore vraiment un grand merci, Jacques, autant pour la conférence que pour le livre, C'est et un grand plaisir. au plaisir de poursuivre une collaboration. Merci à tout le monde pour votre intérêt. Et cette conférence, effectivement, se retrouve sur notre chaîne YouTube d'ici quelques heures. Une bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci infiniment. Bonne soirée. Merci de même.